Salut, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Pamplemousse sucré, le balado qui vous transporte dans l'univers créatif des artistes. Si je vous dis Le Roi Lion, E.T., La Mélodie du Bonheur ou même Gilmore Girls, je suis sûre que vous avez des images de votre enfance, de votre adolescence, des moments en famille et que vous ressentez une certaine nostalgie. Bien, cette semaine, à Pamplemousse sucré, je reçois Émilie, la créatrice derrière l'entreprise Rétrospection, et je peux vous dire que son bonheur à elle, c'est de vous replonger dans vos souvenirs et de vous faire ressentir cette nostalgie. Comment elle y parvient? En créant des vêtements et des articles à l'effigie de vos dessins animés et vos artistes préférés. Sur ce, bonne écoute! Émilie, bienvenue à Pamplemousse sucré. Ben merci Maude, bienvenue chez moi, dans mon atelier. Dans ton atelier aujourd'hui, puis ça, je trouve ça super le fun parce que c'est rare qu'on rentre dans les ateliers, donc là, on peut voir à quel point qu'il y a des trucs vintage chez toi. Mais c'est très nostalgique, ça vient rejoindre beaucoup de monde, c'est vraiment mon environnement à moi personnel, autant professionnel, mais oui, c'est toutes mes belles petites affaires, mes beaux petits cossins que j'ai ramassés au fil du temps, que je garde pour moi, mais qu'un jour, peut-être, ça va se retrouver chez Rétrospection. Ça s'appelle justement Rétrospection. T'as trouvé le nom comment? C'est en écoutant une chanson du groupe MGMT qui s'appelait Introspection. Puis je sais pas, j'ai écouté ça, puis je me suis dit, le mot rétro, une rétrospective, rétro qui est très... en fait, c'est vraiment focalisé sur les objets rétro, la mode rétro et tout ça. Donc, c'est juste venu comme ça, mais je voulais vraiment déterminer que ce soit rétro et trait d'union spection pour X raisons. Pour vrai, j'ai aucun souvenir pourquoi j'ai voulu le faire de cette façon-là, mais bon, ça a donné ça. Là, rétrospection, c'est vintage, là. Oui. Tout ce qu'il y a ici, c'est vintage. J'ai l'impression de retourner dans mon enfance et peut-être même dans l'enfance de mes parents. Pourquoi tu as une passion pour le vintage? Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie, de triper à ce point? Ben, je pense que c'est en lien avec mon enfance, tout simplement. J'avais une mère très présente. Elle était mère au foyer. Dans le fond, elle s'est occupée de nous, moi et mon frère, quand on était petits. On a énormément de vidéos de nous petits. On les regarde souvent. On revient souvent en arrière. Tout ce qui est la musique, l'héritage que nos parents nous ont laissé, en fait. Donc, on a toujours ce visuel-là qui va aller capter notre attention, savoir on avait ces jouets-là, on avait telle chose, puis de vouloir maintenant retrouver ces objets-là de façon random, là, en friperie, tout simplement. C'est toujours un plaisir. C'est super le fun de retrouver les jouets de notre enfance. On a tout un petit côté nostalgique en nous, même ceux qui disent qu'ils sont pas très nostalgiques. Je crois pas à ça. Mais oui, ça vient de l'enfance, de toute ma famille, en fait. Mais l'entreprise, c'est venu autre part aussi, mais ça m'a pris du temps avant de vraiment prendre cette nostalgie-là, puis juste la mettre dans mon quotidien. Là. Avant, j'étais pas du tout nostalgique, ou du moins, je le faisais pas paraître, mais c'est venu beaucoup plus tard dans ma vie. Justement, tu parles de ton entreprise parce que Rétrospection, c'est une entreprise. Quand tu as dit, OK, je me lance avec les objets vintage, parce que ça existe depuis 2014, là, c'est aucunement récent. C'est récent quand même 10 ans, mais je veux dire, ça fait quand même 10 ans. Est-ce que tu as... À quel moment tu as décidé justement de faire le saut? Ben, j'étais à l'époque sur le plateau Mont-Royal dans un studio, un 2,5. Je revenais de Londres. J'avais vécu à Londres pendant 7 mois à l'époque. J'ai découvert ma passion pour le vintage, pour la mode vintage à Londres, dans le quartier Camden. Un quartier qui est vraiment focalisé sur les friperies, la mode, le vintage et tout ça. Donc, tu peux t'imaginer, je suis revenue de Londres avec énormément de vêtements, d'accessoires, tout ça. Puis j'ai commencé à découvrir la vente en ligne à ce moment-là, dès mon retour. Donc, j'achetais beaucoup plus en ligne, du seconde main, du vintage. Mais là, à un moment donné, dans mon 2,5, c'était plus possible. Surtout que je rencontrais mon futur mari à cette époque-là, Cédric, qui est maintenant mon business partner aussi. Donc, à deux dans un studio, un 2,5 avec tout
tracas que L'amour ne j'avais. suffisait pas. C'était un bordel total et on a voulu faire un peu de place pour notre petit nid d'amoureux. Donc, il a fallu qu'à un moment donné que je me départisse de mes choses. J'ai fait un premier vide dressing dans mon appartement, dans mon 2,5, un événement Facebook officiel. Ça avait attiré tellement de monde. On ne pouvait pas accepter tout le monde dans le petit studio à l'époque. Je me rappelle, il y avait encore un line-up Oh, à wow! l'extérieur sur notre étage. C'était assez intense. Je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai pu me débarrasser de beaucoup de morceaux. C'était juste pour mon plaisir personnel, vraiment pour liquider, pour faire de l'espace. Mais là, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y a d'autres choses à faire avec ça, dans le fond. Fait que dans le fond, tu t'es débarrassé de tes choses. Puis là, maintenant, en fait, au début, tu faisais juste vendre des objets vintage. Tu t'amusais d'aller dans des friperies pour en vendre. Ouais. Mais la COVID, je pense que ça a beaucoup changé ton entreprise. Ben, ça a changé mon entreprise, puis ça a changé le mindset aussi derrière la revente de produits vintage, autant les vêtements que la déco et tout ça. Tout le monde s'est approprié le titre de vendeur, de revendeur dans le vintage ou dans le seconde main tout court aussi, parce que j'ai l'impression que les gens avaient plus de temps pour eux. Ils se rendaient peut-être compte que là, il faut faire un peu d'argent. J'ai perdu mon emploi, j'ai été mise à pied, tout ça. Donc, les gens se sont autoproclamés revendeurs vintage aussi à leur façon. Beaucoup marketplace, que je me suis rendu compte que ça devenait comme n'importe quoi, là. Donc là, mon entreprise, moi, pendant la COVID, ça a été super bien. Ça a vendu beaucoup en ligne. C'est la vente en ligne. Les gens ne pouvaient plus aller magasiner dans les boutiques. Donc, vente en ligne, ça l'a monté en flèche. Mais à un moment donné, après que tous les commerces recommencent à ouvrir, je me suis rendu compte que là, c'était plus possible, là. Il y avait trop de compétition. On se rendait compte, moi et Cédric, que c'est ça, la compétition était installée. Il fallait que je me réoriente, que je puisse vivre de mon travail à temps plein parce que c'était plus possible. Puis à l'époque, je travaillais à temps plein aussi. J'ai perdu mon emploi suite à la COVID, mais aussi par principe que j'avais plus du tout la tête à travailler dans un 9 à 5. Mon patron me l'a dit, toi, je te vois entrepreneur, lance-toi. Il m'a vraiment poussé, dans le fond, à partir de mes propres ailes et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça a été un choc parce qu'il y avait un contrat de négociation, une bonne job, un horaire qui me convenait, que je puisse faire les deux, dans le fond, rétrospection et mon emploi, mais au final, ça a très bien à donner parce que c'est ce qui m'a permis de me lancer à temps plein dans mon entreprise. Donc, depuis la fin de la COVID, je fais ça à temps plein. Donc, ça a été... parce que j'ai comme dérivé sur... Mais non, mais autre c'est bien correct. Puis les entrepreneurs ont souvent besoin d'une personne qui va justement vraiment les pousser parce que c'est... Il y en a, on dirait, qui ont ça en eux dès le début, mais il y en a d'autres qu'au contraire, ils vont avoir besoin d'un peu quelqu'un qui le voit. Moi, je suis entièrement ce genre de personne-là. J'ai besoin de me faire pousser dans le cul, en bon français, de me faire donner un challenge, dans le fond. Donc, les gens qui ne croient pas nécessairement en moi ou qui dans leur subconscient, ils disent, tu serais mieux dans un 9 à 5 avec tes avantages sociaux, ton fonds de pension, tout ça, au final, je vais te le montrer que je suis capable de m'en sortir. Puis ça me fait du bien, des fois, d'entendre des mauvaises critiques ou des gens qui ne me croient pas du tout au projet. Donc, moi, ça me fait... C'est le coup que j'avais besoin. Mais là, on revient à après la COVID. Oui. Tu fais ça à temps plein, puis là, tu te rends compte que, oups, ça fonctionne j'ai frappé un mur. pas. Voilà. Frappe un mur. Est-ce que tu dirais que ton côté créatif a vraiment pris le dessus à ce moment-là un peu pour ta survie? À l'époque, j'avais aussi un studio, un local que je louais sur Wellington. Juste à côté de chez moi, c'était super pratique. C'était un atelier que j'avais loué comme espace boutique dans une tour à bureau. C'était un peu une séance magasinage qui sort de l'ordinaire. Donc, les gens prenaient rendez-vous avec moi. Ils venaient magasiner dans ma boutique, qui était vraiment une pièce comme ici. Dans le fond, j'avais vraiment tout mon stock là. Puis là, ça coûtait, bien sûr, c'était un loyer de plus à payer. Puis là, je me rendais compte que ça ne paye plus être vendeur vintage, tout simplement. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, je fais quoi, là? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime nécessairement apprendre comme le traditionnel, là, aller à l'école, tout ça. Puis ça me trottait dans la tête depuis super longtemps. Ma mère avait une machine à coudre Singer dans une boîte avec l'étiquette Zellers dessus, enfermée dans le sous-sol pendant des années. Puis j'ai dit, je vais peut-être explorer la couture. Elle sera maintenant à moi. Cette pauvre machine à coudre qui est juste là, d'ailleurs. C'est la machine qui est derrière moi, qui est
qui était dans sa boîte depuis tellement longtemps. J'ai dit, on va la sortir, on va essayer de voir ce que je suis capable de faire. Puis là, ma mère, qui a été une bonne poussée dans le derrière, elle aussi, avec ses critiques ou ses, tu sais, de dire, ben, tu vois, moi, j'ai pas été capable. Tu sais, j'ai pas tenté l'expérience à Ta devenir. mère aurait aimé ça, devenir Ben, couturière. elle a fait des cours. Elle a fait des cours de débutant, mais elle n'a pas eu la piqûre de la couture du tout. Puis elle a dit, ben, ça va être la même chose pour toi. On est pareil. On s'embarque dans quelque chose, on finit pas. Et là, c'était Mais- ce qu'il fallait pour te pousser dans Exactement. le derrière. Je voulais avoir un challenge de cette sorte-là, me faire lui prouver que j'étais capable. Donc, j'ai dit, let's go, on y va. Je suis allée sur Facebook, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait m'aider à me partir parce que c'est ça le plus difficile, dans le fond, quand tu veux essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu sors de ta zone de confort, on commence où? Donc, je savais pas. J'ai mis une annonce. Il y a quelqu'un qui m'a référé à une amie couturière qui m'a donné des cours dans mon ancien studio, mon ancien espace boutique, qui s'appelle Catherine de Darn Atelier, qui a aussi sa compagnie de sacs bananes aujourd'hui. C'est comme un full circle. Oui, c'est une autre entrepreneur, si jamais tu cherches d'autres contacts par des podcasts. Puis c'est ça. Donc, elle m'a fait des cours vraiment débutants. On a essayé de suivre un patron vintage, tout ça. Mais quand je me suis sentie lancée, j'ai dit, bon, c'est bon, Catherine, je pense que je suis capable de continuer pour la suite avec YouTube aujourd'hui. Tout est là-dessus. Tu as tous les tutoriels nécessaires. Tu achètes un patron en ligne, disons aussi, tu as une vidéo pour t'aider à l'apprendre, ce patron-là. Donc, je suis très autodidacte dans la vie. J'apprends par moi-même. Ouais. Ça fait le tour de comment que je me suis redirigée vers la couture. Fait que là, tu me parles de Catherine qui t'a donné des cours de couture. Maintenant, tu fais des robes, tu fais des jackets. Est-ce que tu savais au début que c'était ça que tu allais faire avec les cours de couture? Quand tu l'as appelé, c'était quoi ton idée? Oui, c'était vraiment faire de la récupération de draps nostalgiques. J'ai une abonnée Instagram, on se suit mutuellement, mais c'est elle qui m'a inspirée à me diriger vers cette option-là de recyclage, de création de vêtements. Elle s'appelle Franklin J. C'est Sarah, derrière Franklin J, qui est aux États-Unis. Elle fait ça depuis très longtemps, depuis 2018, je crois. Elle m'a vraiment inspirée à faire la même chose. Je trouvais ça complètement fou, ce qu'elle faisait. Son travail, ça m'a tellement ouvert plein d'idées, plein de rêves. J'étais all-in. Là. J'ai vu ça, j'ai dit, je veux faire pareil. Donc, c'est sûr que je suis pas au même niveau qu'elle. Là. Elle est vraiment top-notch. Non, c'est une rockstar. Shout-out, là, mais elle est vraiment incroyable. Mais oui, ça m'a donné envie d'explorer aussi la création du recyclage, de réutilisation, du repurposing, du upcycling aussi. C'est un mot très fort Est-ce que tu peux dans l'expliquer? l'entreprise. Parce que c'est sûrement pas tout le monde qui connaît ce mot. Ben, le upcycling, tout simplement, c'est de prendre quelque chose et de le transformer en autre chose. Donc, ça peut être n'importe quoi, c'est vaste, mais moi, j'aime beaucoup le dire dans le sens que c'est des objets qui ne servent plus ou qui servent. Je veux dire, les gens, tu vas trouver ça drôle, mais tu sais, les gens, les draps, par contre, certaines draps qu'on trouve en friperie sont remplis de peinture. Tu sais, quand on fait de la peinture, de la job de peinture, tu mets un drap par terre pour pas tacher ton plancher, ben Puis, les gens ont le réflexe d'aller chercher les vieux draps de leur enfant pour faire ça. oui, ou il y en a des parents intelligents qui vont décider de les garder puis les mettre sur le lit de leurs enfants. Mais c'est ça que je voulais ramener, tu sais. Je voulais... mais non, tu peux pas jeter ça, tu sais. Il y a quelque chose à faire avec ça. Puis les gens s'en rendent pas compte sur le moment, mais il y a un sentiment tellement nostalgique de se faire dire dans la rue ou quand je porte une de mes créations, « Ah ben j'avais les mêmes draps quand j'étais petite. » Ben, c'est pour ça que je fais ça, dans le fond. C'est pour ça que j'utilise ce genre de matériel-là aujourd'hui pour faire mes créations. Puis oui, là, il y a toujours moyen de se réorienter, de toucher à d'autres choses, comme mes vestes en jeans. Ça, c'est un autre produit que j'ai sorti dernièrement, puis c'est le meilleur vendeur de tous les temps. Là. Ça, c'est quelque chose que je vais jamais arrêter de faire. Ça vend très bien. C'est encore des thématiques nostalgiques. C'est de la réutilisation. Des vestes en jeans toutes trouées. Ben, il y a moyen de repatcher ça puis d'y donner une deuxième vie. Donc, c'est vraiment l'idée derrière la boutique. Je veux qu'on prenne un moment vraiment pour parler de... On comprend très bien que tu aimes réutiliser. Justement, là, tu as dit c'est des draps, que tu prends des draps. Mais les draps, il faut qu'il y ait des dessins d'enfants. Oui, tout à fait. Moi, j'utilise tout ce qui est Disney, thématique nostalgie. Ça peut être des films. J'ai travaillé avec des draps de Ghostbusters, E.T., vraiment du Star Wars. Tu sais, je sais ce que ma clientèle aime aussi, donc c'est sûr que je vais me réorienter vers ces choix de tissus-là. Toi, est-ce que tu es une fan de Disney? Pas particulièrement. Étonnamment, les gens, quand je leur dis que je le suis pas, c'est toujours un petit choc parce que je vis de ça. En d'autres mots, c'est pas une passion. Je veux dire, on a tous grandi avec les classiques de Disney. J'ai un gros faible, par contre, pour Toy Story. Ça, c'est mon number one.
Toy Story, j'ai de la collection complète au sol, tous les personnages et tout. Mais non, j'ai grandi avec Pinocchio, qui n'est pas un film. Je sais pas, j'avais des choix de films en thématique avec Disney quand j'étais plus petite qui n'allaient pas rejoindre d'autres personnes, d'autres gens ou d'autres petites filles de mon âge. Là, tu sais, j'aimais pas tant les princesses. J'étais très. Les personnages un peu bizarres, les films qui étaient un peu. Tu sais, what the fuck? Tu sais, comme le Pinocchio, là, c'est un film complètement pété, mais comme il n'y a personne que je connaissais à l'époque qui aimait ça, mais moi, c'était quelque chose qui m'attirait, tu sais. Donc, Disney, après, j'ai comme... Non, j'ai pas embarqué du tout, puis je suis jamais allée à Disney. C'est pas un projet dans un futur proche, mais c'est sûr que j'ai une grosse clientèle qui va à Disney avec mes créations. Donc, ça, c'est le plus beau cadeau du monde, d'aller... de voir mes créations à la Disney devant le château et tout. C'est magnifique. C'est vraiment cool. Mais justement, si t'es pas fan de Disney, qu'est-ce qui fait en sorte que La t'as nostalgie. commencé? La nostalgie, le sentiment de nostalgie, la nostalgie, c'est pas parce que c'est unique à chacun, hein. La nostalgie, on a tout quelque chose qu'on aime, qu'on aimait quand on était plus petit. Moi, c'est l'émerveillement des gens. Quand je vois mes créations, ben, je les mets sur mes supports à vêtements, pendant les marchés, tout ça, puis que je vois quelqu'un s'émerveiller devant ma création, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais ces draps-là quand j'étais petite, ben, c'est ça, c'est ce sentiment-là qui me fait vivre, dans le fond. Ça peut être de n'importe quelle thématique, n'importe quel film, n'importe quelle émission de télé quand tu étais petit. C'est vraiment juste ce sentiment-là de l'enfance, de comme, on était tellement innocents quand on était enfant, là, on est adulte, on a des responsabilités, tout est cher, comment on va faire pour s'en sortir? Puis là, ben, tu reviens à ces années-là que quand l'enfance, c'était la plus belle période de ta vie, là. Les dessins pour enfants aussi, souvent, c'est très joli. Oui. C'est... Oui, oui. Est-ce que ça t'attire pour créer? Ben, les couleurs, les textures des tissus, mais tu sais, aussi le sentiment de... Tu sais, ça, comme c'est des draps. Donc, tu as dormi dans ces draps-là, tu sais, puis c'est super spécial parce qu'à un moment donné, ben, ces draps-là sont partis en friperie. Ça a servi à autre chose. Comme je disais tantôt, les parents s'en servaient pas de la peinture. Tu sais, c'est de récupérer quelque chose qui était précieux à un certain moment donné dans la vie d'un enfant, puis que maintenant, ben, tu le transformes en autre chose que tu peux porter. C'est parfait, c'est trop cool. Est-ce que les gens pourraient t'amener leurs draps, t'appeler puis te dire « Hey, j'ai ces draps-là de quand j'étais jeune », peu importe si c'était Disney ou tout autre personnage? Ça m'arrive souvent que les gens, soit je reçois même des dons, les gens qui savent plus trop quoi faire avec leurs draps puis ils veulent pas nécessairement un produit pour eux, mais ils me les offrent. Moi, c'est sûr que je prends tout. Si c'est des matières que je peux pas utiliser, ben, je redonne à un autre organisme de charité. Mais oui, j'ai eu énormément de commandes sur mesure que mes clients aux États-Unis m'envoyaient leurs draps ici et vice-versa. Tu as des commandes aussi des États-Unis? Oui, mais là, ça va être difficile avec les tarifs qui commencent. Là, j'ai appris dernièrement aussi qu'on doit les payer avant même d'avoir livré le colis. C'est au vendeur, dans le fond, de payer les frais de douane, ce qui fait pas de sens. Là. D'habitude, c'est vraiment quand tu reçois ton colis, tu as des frais de douane à payer, tu les payes. Bref, c'est un autre aspect de l'entrepreneuriat qui est complètement... en tout cas, on va pas rentrer dans les détails, mais oui, j'ai envoyé beaucoup aux États-Unis. Là, ma grosse clientèle, c'est des gens qui vont à Disney, des réguliers à Disney. J'ai une bonne cliente, Ashley, qui est aux États-Unis. Elle va à Disney. Elle doit avoir, je sais pas, moi, ça existe, mais des passes à l'année. Elle y va tout le temps, puis elle me commande des robes non-stop, puis elle va à Disney avec mes robes. Puis non, c'est super trippant, comme je disais tantôt, de voir les gens porter mes créations devant le château de Disney. Comme je dis, moi, Disney, je m'en fous, mais c'est le fait de faire plaisir aux autres. C'est vraiment ça que je veux aller chercher. Si la personne, ça y fait plaisir, ben moi, c'est ça que je veux. Mais je veux dire, j'ai tellement d'autres aspects en lien avec la nostalgie. Tu sais, on parle beaucoup de Disney parce que c'est enfance Disney, mais tu sais, moi, E.T., c'est mon chouchou, là. Je suis fan finie d'E.T. Pourquoi E.T.? Ah, c'est mon film. Depuis que je suis toute petite, c'est mon number one. Qu'est-ce qui t'attirait dans E.T.? Ben, Pourquoi qu'il te fascinait? Moi, j'en avais peur. Hein? Oui, on a tous eu peur. Moi aussi. La première fois, je me rappelle encore juste la scène d'ouverture. Il marche tout seul dans la forêt, puis il respire, puis t'entends juste sa respiration. Moi, ça me faisait capoter quand j'étais petite, mais je sais pas, il y a l'aspect, bien sûr, du petit garçon qui se fait un meilleur ami. Ils ressentent les mêmes choses. J'ai comme l'impression que je suis ça avec mon chien, tu sais, Betty, qui est un chien... qui a vécu bien des affaires, mais on est tellement fusionnels, tu sais, d'avoir, c'est ça, un petit ami dans la vie qui est juste comme, je pense que c'est ça, de trouver quelqu'un qui comprend dans la vie, qui ressent ce que tu ressens, c'est vraiment ça qui m'a attirée, puis c'est un film intemporel, là. E.T., c'est mon classique ever. Quand tu reçois le drap, là, tu regardes l'état, j'imagine, tu décides quelle partie que tu peux utiliser, quelle partie tu peux pas utiliser. Comment tu décides ensuite quel modèle de robe tu vas faire?
J'y vais de façon, complètement, aléatoire. J'y vais, ben, bien sûr, avec mes goûts personnels à moi. J'aime beaucoup, par exemple, les manches plus longues. J'aime beaucoup les cols aussi en ruffle, tu sais, un peu comme un clown. J'aime vraiment les styles de robes qui sortent de l'ordinaire. Tu sais, c'est pas n'importe qui, malheureusement, qui peut porter mes créations, malgré le fait que je fais plein de choses, là. Je peux faire des motifs ou des tissus plus neutres aussi, mais j'aime ça quand c'est funky, là. Faut que ce soit tape à l'œil, que genre les gens dans la rue te regardent fassent comme «Wow, toi, t'as du look, t'as du style», tu sais? J'aime vraiment, pas provoquer, ben oui, j'aime ça, ouais, on va dire ça comme ça, provoquer des réactions. Oui, exactement, des réactions, tout simplement, de voir les gens émerveillés. Il y en a qui aiment pas ça, là. Je me suis déjà promenée dans la rue à Verdun avec une robe, quelqu'un qui me lançait un commentaire, elle se prend pour qui, elle? Elle croit que c'est l'Halloween ou quoi, tu sais, genre? Mais j'ai aucun problème avec ça, ces gens-là, c'est juste qu'ils sont, tu sais, ils sont complexés ou ils sont pas ouverts d'esprit, mais c'est ça, c'est vraiment de rajouter un peu de couleur dans la vie. Parce que je trouve que la vie aujourd'hui, c'est nerd, c'est banal. Il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de texture, de couleur. Tout le monde s'habille pareil, on magasine à la même place. Puis moi, je veux rajouter quelque chose de plus original là-dedans, là. T'as les robes, mais t'as aussi les vestes en jean. Mhm. Et là, les vestes en jean, Ouais, ben c'est ça, les vestes en jean, tu sais, c'est des t-shirts que je récupère, trop troués, tachés, bleachés, qui peuvent être portés tels quels, qu'on réutilise pour faire des belles patchs derrière, donc des patchs uniques, encore des thématiques nostalgie, musique, cinéma, émissions de télé. souvent beaucoup plus musique et cinéma quand il Ouais, s'agit ouais. Ben, des vestes. c'est ce qui vend bien, c'est ce que les gens aiment beaucoup. On a tout un artiste ou un film préféré, mais pour ce genre de produit-là, ça vend comme des petits pains chauds. Je m'attendais pas à ça, mais c'est parce que c'est des produits qui sont quand même abordables, tout dépendant le budget, bien sûr. Ça varie entre 40 et 80 pour la veste que je propose aux clients. Même chose pour des customs aussi, des modèles sur mesure. Si vous avez votre propre veste, votre propre T-shirt, j'offre le même prix qu'une veste à 80 $. Moi, je suis très... je fais pas de mauvaises surprises aux gens, donc c'est possible de prendre votre veste ou votre T-shirt que vous avez, que vous portez plus, qui fait plus ou qui est trop troué, puis que vous voulez le réutiliser en autre chose. Let's go, écrivez-moi. Mais des vestes de jean, en même temps, c'est quelque chose que les gens portent et ça ne se démode jamais. Jamais. Puis moi, c'est quand je vois les gens dans la rue avec une veste en jean, avec rien dans le dos, je lui arracherais sur le dos puis je patcherais quelque chose en arrière. C'est quelque chose à quoi je pense tout le temps. Tu as juste envie de les approcher. Ça serait beau, madame, une belle patch sur votre veste en jean. Tu sais, je le ferai pas, là, mais ça donne envie. Tu sais, parce que c'est quelque chose qui est quand même rare à trouver. Un bon modèle de veste en jean en grande taille, par exemple, c'est ce que les gens me demandent constamment. As-tu des tailles plus grandes? J'en ai, mais pas beaucoup. Ça vend très, très bien. On aime tout le look oversize, un peu rocker, être confortable, surtout en automne. Tu peux mettre quelque chose d'autre en dessous. Oui, puis mais c'est stiff, une veste de jean. Là. Si elle est serrée, on c'est s'entend qu'elle est serré. souvent pas confortable. Mais ça dépend du look. Il y en a qui aiment ça plus serré, plus ajusté. Moi, c'est pas le cas du tout, mais je comprends les gens qui viennent vers moi. Ben, c'est trop petit. Ben, je suis désolée, mais ça vend trop bien. Mes vestes plus grandes, malheureusement, c'est un easy grab, comme on dit. Le podcast s'appelle Pamplemousse sucré. Donc, on a des questions ici sucrées et des questions amères. Et je pense qu'on est rendu au segment questions sucrées, questions amères. Ça, c'est amer. Ça, c'est sucré. Donc, tu piges, tu as le droit à 3. Tu piges celle que tu veux. OK. Dans le pot que tu veux. 3? Ouais. Je les pige les 3 d'un coup? Non. OK, on commence par une. Puis OK, après parfait. ça, ouais. Donc, j'ai pris le sucré. As-tu une anecdote touchante d'un client qui a trouvé la pièce parfaite chez toi? Touchante. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais chaque personne qui achète quelque chose, ça va rejoindre une certaine émotion. C'est sûr que c'est ça le sentiment touchant, là, de voir les gens émerveillés. Il y avait le même drap ou ma fille avait le même drap. Ils se rappellent de leurs enfants plus jeunes. Ça va chercher une émotion. Je veux dire, c'est pas n'importe quel côté artisanal qui va chercher ce genre d'émotion-là chez les clients. Les gens vont trouver ça beau. Généralement, je parle ça peut créer une émotion, tout ce que tu fais, mais c'est vraiment le sentiment que c'est rattaché à un souvenir, tout simplement. Donc, ça arrive tout le temps. Mais tous les films, ça, c'était le film préféré à ma mère, ou quand ils voient les films, les cahiers de notes, ils vont aller acheter un cahier pour leur mère en sachant que c'est leur film préféré. Puis des fois, je vois des clients se parler entre eux, des anecdotes, parce que c'est un meilleur ami puis sa meilleure amie qui vont « Ah, mais on écoutait ça quand on était jeunes. »
tu les vois genre enfant, mais comme adulte, c'est bizarre. C'est comme un sentiment vraiment drôle que j'ai créé avec ces produits-là que je fabrique. Donc, c'est ça. Puis tu parles des cahiers de notes, justement, là. Oui. Parlons-en maintenant. Tu prends des séries télé, des films, des pochettes et tu crées des cahiers de notes avec. Comment l'idée est venue? L'idée est venue, ça, c'est pendant la COVID. Ouais, pendant la COVID. J'avais vu ça sur Pinterest. Je pense que quelqu'un faisait ça, prenait des VHS à la base. Ça a été notre premier matériel qu'on a utilisé pour les transformer en cahiers de notes, les VHS. J'ai commencé avec le film Spice World des Spice Girls parce que ça ne pouvait pas être le match le plus parfait pour être le premier cahier que j'ai fait. Mais oui, ça se trouvait à l'époque plus facilement. Aujourd'hui, c'est rendu quand même une rareté, là. Les VHS, ça commence à ne plus être trop disponible en boutique. Donc, c'est pour ça que là, on s'est réorienté vers la création de DVD, cahiers de notes avec des DVD et des CD. Mais ouais, les cahiers de notes, c'est arrivé soudainement parce que je recommençais à me chercher en tant que créatrice. Prochaine question. Je retourne sucré, je pense. Je vais aller à la mer pour la dernière. Quels sont les trésors les plus surprenants que tu as dénichés? Et là, ça, j'ai l'impression que c'est une question dure parce que quand je regarde autour de moi, il y en a énormément. tellement. Puis à la base, en fait, pour revenir à la boutique vintage où on a commencé, on l'a toujours, la boutique vintage, là. On a toujours une section seconde main vintage dans l'entreprise. Ça, c'est mon mari qui s'en occupe. C'est lui qui va acheter les produits. C'est mon thrifter, là. C'est lui qui va vraiment magasiner. Moi, je déteste magasiner, by the way. C'est quelque chose que je déteste. Fait qu'en tant que créatrice, t'as pas ce désir d'aller dans les friperies parce que, tu sais, on voit les vidéos sur Instagram. Parce que vous faites beaucoup de vidéos avec Cédric sur Instagram. Puis on le voit vraiment, là. Lui, il est, dans le fond, j'ai envie de dire, aux premières loges de la chaîne de montage des friperies parce qu'il est à même les bacs. Là. Fait que vous avez quand même réussi à aller avant que ça soit mis sur les tablettes. Non, en fait, si tu veux parler du Renaissance Liquidation, savoir comment ça fonctionne là-bas, il y a beaucoup. En fait, oui, il y a des morceaux qui sont destinés à aller dans les boutiques Renaissance qui s'y rendent pas, tout simplement. Et il y a beaucoup de. La plupart des produits, c'est des produits qui se sont rendus dans les Renaissance boutiques régulières qui ne se sont pas vendus, qui s'en vont par la suite aux liquidations, mais il y a quand même des produits qui se font offrir aux liquidations, qui restent aux liquidations sans même par le processus de triage pour se rendre en boutique. Mais c'est ça, il y a tellement de choses, c'est que moi, je peux pas aller là-bas. J'ai une peur, pas une peur bleue, là, surtout que c'est des bacs bleus, là, jeu de mots, no pun intended, mais c'est assez déstabilisant. C'est une expérience. Si tu as la chance d'y aller un jour, si tu aimes ça faire les friperies, tu m'en reparleras parce que c'est vraiment pas pour tout le monde. J'ai des amis entrepreneurs que eux, ils en mangent aussi. Cédric, il en mange. Il irait à tous les jours s'il pouvait. Il reste des 8 heures de temps des fois. Moi, 2 heures, c'est assez. J'ai plus de patience. Les gens, ils appellent ça le zoo. Là. Les gens se battent pour des produits qu'ils trouvent dans les bacs. Non, c'est le zoo. Wow. C'est fou. Moi, pour vrai, je peux pas parler pour moi pour cette question-là, dans le sens que oui, je veux dire, si j'avais un trésor que j'ai déniché... Mais qu'est-ce qui t'a rapporté? Qu'est-ce qui t'a rapporté que t'as fait comme « Oh my God, voir que t'as trouvé ça! » Beaucoup de choses. C'est tout ce qui est dans notre décor en ce moment, c'est ça. C'est des trouvailles du Renaissance Liquidation. Je regarde juste la tablette. Tout ce qui est là, ça vient de là. Donc, c'est toutes des pièces que j'ai gardées dans mon décor que je vais vendre éventuellement quand j'en voudrais plus. Fait que pour les gens qui voient pas, c'est un Barney. Et là, j'ai besoin d'aide pour les autres. Les Barney, il y a Donald Duck, une tirelire Donald... Il y a tellement de choses. Pour vrai, je pourrais... Dernièrement, les derniers trucs, c'est les sacs Teletubbies. Il a trouvé les peluches, évidemment, mais là, c'est les sacs à dos Teletubbies. On a trouvé Tinky Winky puis Dipsy. Le Ronald McDonald, le poupée ventriloque, le Crazy Frog. On a un petit sac à dos, si tu veux me le montrer, tu peux aller le chercher si tu veux. C'est un sac à dos Crazy Frog, là, comme dans les années 2000, là, la toune fatigante avec la grenouille. Là. La danse, Crazy Frog. Je pense que si tu pèses sur sa main, il chante la toune. Ou l'autre main? Non? C'est épouvantable. C'est tellement fatigant. Non, mais tu sais, ça, pour de vrai, ça a été un... Mais c'est quand tu veux que les gens quittent ton chez-toi, tu sors ça. Il est pas assez fort. Faudrait vraiment le craquer au max, mais on a fait un vidéo, justement, un reel là-dessus sur Facebook, puis le reel a
explosé, là, parce que les gens, tout le monde connaît Crazy Frog, là, c'est un élément de nostalgie, encore une fois, qui est super surprenant. Mais il y a tellement de choses comme ça. Comme je te dis, tout ce qu'il y a ici, ça vient de là. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il est allé tantôt, j'ai vidé ses sacs. Qu'est-ce qu'il y avait? Il avait trouvé des tasses de Disney en plastique des années 80, des trucs que tu achetais comme de la merch, là, une poubelle de la petite sirène. Écoute, il y a plein de choses. Là, à tous les jours, c'est Noël ici. Tous Oh les my jours. God. OK, fait que ça, c'est vraiment les petites trouvailles. Puis c'est vrai, là, pour vrai, je l'avoue, moi, j'ai vu Lala. Moi, ma couleur préférée, c'est jaune, OK? Ouais, c'est cute, C'est Lala. ma la couleur plus cute. préférée et c'est jaune citron, précisément. Donc, quand j'étais jeune, j'avais Lala et je ne suis jamais arrivée à m'en débarrasser. Probablement parce qu'elle est jaune. C'est probablement la première raison. C'est la plus cute. Avec Pau aussi, on va dire que Pau, c'est le plus cute, là, mais ils sont pas mal égales, disons. Là. Mais là, quand on travaille dans une friperie comme ça, y a-t-il un processus quand ça arrive à la maison de comme nettoyage? Ah, ben parce oui. qu'on trouve tout Ben là-dedans. oui, là. ben oui. C'est normal, tu vas faire 2, Même 3, des 4 amis? brassés, là, Cédric. Ben oui, non, c'est jamais arrivé. OK, tant mieux. Non, c'est jamais arrivé. Je touche du bois parce que ouais, c'est pas dans nos plans d'accueillir des petits amis, comme tu dis, chez nous, mais oui, il faut nettoyer, bien sûr. Les draps, c'est direct lavage, gros produit javelisant pour bien enlever les taches, parce que des fois, on prend quand même un risque. Là, s'il y a un vêtement qui a été donné en friperie, c'est parce qu'il est plus portable. S'il y a une tache, ben, si le morceau est intéressant, ben, on va essayer de le laver le plus possible. Mais oui, c'est sûr que non, il faut faire attention. Puis on est minutieux, mais pour l'instant, il ne s'est rien passé. Donc, Ben, si vous faites attention, il devrait. non, bien se ben passer. non. Ben, ça peut arriver, mais comme je dis, Non, ça va bien pour l'instant, là. Prochaine question. C'est à la mère? On va y aller en mer. Je ne l'ai pas faite encore. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans l'avenir de la mode durable? Ben, c'est sûr que c'est quand même un enjeu qui est présent en ce moment. C'est le fait que les gens vont continuer de dire ben, c'est trop cher. C'est trop cher, j'ai pas les sous, malgré que je me fais en quatre pour essayer d'offrir les meilleurs prix possibles, considérant que c'est fait main, ça m'a pris des heures à le fabriquer, c'est une pièce unique, il y en a pas deux pareilles. Et ça, c'est super important qu'il n'y en ait pas deux pareils, puis c'est des pièces uniques. Oui, mais je trouve que dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, les gens ont de moins en moins d'argent à dépenser pour se faire plaisir. Ça, c'est inévitable. Donc, je me dis que c'est probablement ça qui me fait le plus peur, que les gens vraiment arrêtent de dépenser. Puis que ça aille sur Amazon, mais c'est déjà ça qui se passe en ce moment, mais que ce soit plus répandu, que les gens vraiment mettent de côté les créateurs locaux, ça, c'est vraiment une grosse peur. Mais pour l'instant, ça va. Je me dis que on sait pas dans combien, dans 10 ans, ça va être quoi. Là, on vit déjà dans une crise en ce moment financière. Ça va être quoi dans 10 ans? Je sais pas. On ne sait pas. On espère pas. pour le mieux. Si on parle plus de ton processus artistique, comment ça se passe? Là, tu reçois un drap, on l'a dit, tu le laves. Ensuite de ça, qu'est-ce qui fait en sorte que tu dis tel type de robe ou tel type de robe? Ou est-ce que des fois, tu dis pantalon, chandail? Ou c'est que des robes? Puis pourquoi des robes? C'est pas que des robes. Justement, maintenant, mes robes ne vendent plus du tout. Ça ne vend plus. Je suis en crise existentielle avec moi-même à savoir qu'est-ce que je fais avec toutes mes draps. C'est pour ça que je fais du sur-mesure, dans le fond, aussi, parce que mes commandes prêtes à porter ne se vendent plus. Donc, je préfère laisser mon inventaire de draps ou de tissus aux gens qui veulent absolument une pièce spécifique pour eux, qui vont la porter, au lieu de faire quelque chose qui ne se vendra pas, qui va rester sur mon rack à vêtements dans mon sous-sol puis prendre la poussière. Là, en ce moment, c'est ça qui se passe pour l'entreprise. Mes créations prêtes à porter ne se vendent plus. J'ai appris plein d'autres choses à faire. Je fais maintenant des kimonos, des genres de petites robes de chambre avec les draps. C'est super cool, c'est beau, mais ça prend du temps. Donc, c'est sûr qu'il y a je fais des pyjamas, t-shirts, mais c'est parce qu'encore là, c'est difficile. Si c'était pas le morceau, est-ce que ça va te... Tu sais, c'est aussi ça, parce que la vente, ça vend très bien en ligne, mes créations, mes robes, tout ça, mais les gens n'osent peut-être pas acheter par rapport au fait qu'ils peuvent pas essayer à l'avance, mais c'est ça. Puis durant les marchés, ben, mes produits sont trop chers. Ça, je me le fais dire constamment. Si j'amène une robe à 100 ben, ça va être trop cher, malgré que la robe est bien cute. Puis, tu sais, donc, c'est ça qui est un peu... c'est contradictoire avec ce que je veux... J'essaie de réapprendre des choses qui pourraient surprendre les gens, qui vont dire, ben ça, c'est cute, je vais l'acheter, ce produit-là. Mais encore là, il y a un prix qui s'y rattache. J'ai commencé à faire des chemises avec des boutons. Il y a tellement d'étapes à faire une chemise, mais ça a un prix aussi.
Mais non, c'est plus ce que c'était. C'est plus du tout ce que c'était, le prêt-à-porter. Donc, c'est pour ça que je préfère que les gens maintenant viennent vers moi pour aller chercher un produit qu'ils veulent porter eux-mêmes. Puis ils vont choisir le look, ils vont choisir les ajouts parce que je peux mélanger 2, 3 tissus en même temps s'ils veulent. Donc, ils ont carte blanche dans le fond. Donc, je préfère ça comme ça, je pense. Tu sais, je fais beaucoup de vidéos aussi de A à Z. Là, j'aime ça de temps en temps de filmer mon processus créatif. Puis après ça va en ligne. Moi, je mets absolument tout sur ma boutique en ligne. Même si je veux dire, comment dire, les marchés qu'on fait, les pop-up, j'ai pas un inventaire complet là-bas. Là. J'amène juste vraiment les produits qui vont vendre, comme mes vestes en jean, par exemple, parce que c'est des produits qui sont plus abordables que mes robes. Donc, mes robes, ils attendent de se faire acheter en ligne. Là. Puis là, j'ai un inventaire pas possible en vente, en promotion sur mon site à 50 de rabais parce que ça fait des années que ça traîne puis que ça ne vend pas. Là, je me demandais est-ce que je réutilise ça pour faire autre chose, les tissus, les draps, parce que ça me brise le cœur là, de voir mes créations en bas qui sont pas... ils n'ont pas trouvé leur foyer, leur maison. Est-ce que les gens portent juste peut-être moins de robes? Est-ce que ça peut avoir un lien? Non, c'est pas juste des surtout robes, le c'est prix. tout. Là. Les OK. t-shirts, j'ai fait des bas de pyjama, ça s'est pas vendu. Les tote bags, tu sais, c'est ça. Si t'essaies quelque chose, ça marche pas, ben on trouve autre chose. Tout simplement. Puis combien d'heures par jour tu passes? Parce que tu sais, on sait que Cédric va pendant 8 heures à la friperie et est très, très, très heureux. Toi, combien d'heures par jour tu peux créer? On travaille tout le temps. C'est Être entrepreneur, il y en a qui arrivent à se mettre des limites, là, à se dire, moi, je travaille de 9 à 5, puis that's it. Ma journée est finie à 5 heures. Moi, je suis pas comme ça. Mais l'été, on en profite plus. Tu sais, on est dehors, on a notre piscine, on profite de la belle météo, mais pendant l'hiver, je peux travailler jusqu'à 9 heures le soir, puis c'est toujours... Il y a toujours quelque chose à faire. Ça, il y a des choses qu'on remet au lendemain parce que c'est moins important, mais à un moment donné, il faut qu'il se fasse. Donc, ta checklist, continue de s'ajouter. Non, fait que c'est toujours de la tout création, le puis de temps. la couture, de la couture, de la couture. Pas juste couture, OK. mais il y a d'autres choses dans l'entrepreneuriat qui se rajoutent à ça. Tu as la paperasse, tu as la création de contenu. Oui, on peut en parler de la création de contenu parce que pour toi, c'est extrêmement important Oui. Mais parce que tu es parfaitement autonome dans le fond. Tu sais, c'est pas comme quand tu fais des spectacles dans une salle, tu sais, la salle aussi fait de la promo pour toi. Toi, non. pas personne d'autre. Ben, j'ai pas personne d'autre, mais ça va m'arriver si j'ai un événement pour attirer du monde, je vais mettre un peu de budget marketing, par exemple. Tu sais, quand on fait des pop-up au Benelux, je mets un peu de marketing pour que les gens nous voient, pour que les gens de l'extérieur viennent nous voir, surtout pas juste la clientèle locale. Mais oui, c'est du travail, l'entrepreneuriat, dans le sens, c'est pas juste créer, être créatrice, dans le fond aussi, c'est pas juste créer quelque chose, le vendre dans un marché ou en ligne, c'est vraiment... C'est le marketing, dans le fond. C'est vraiment la création de contenu. Il y a beaucoup de gens qui font ce que je fais, la création, mais qui osent pas, qui ont peur, qui n'aiment pas ça. Je détestais ça à une certaine époque, créer du contenu. C'est décourageant, surtout quand tu te ramasses avec 30 likes sur tes publications, mais qu'à un moment donné, quand tu as trouvé la twist, c'est stimulant, ça te fait plaisir. Les gens commencent à commenter, ça commence à interagir, là, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Puis là, tu as envie d'en faire plus, donc tu en fais plus aussi. Donc, c'est le matin, moi, en buvant mon café, c'est ma petite routine, je fais mes reels. Donc, j'en programme plein pour la semaine. Donc, au moins, je me casse pas la tête. Quand j'ai quelque chose à publier, ben, je dois le publier. D'ailleurs, j'ai un reel à publier ce soir. J'essaie d'en faire 2 par jour. Tu sais, c'est rendu quand même... C'est quand même beaucoup. Ah oui, mais c'est beaucoup, mais il faut parce que je me suis rendu compte que plus j'en fais, ben, plus la visibilité est là. Puis les gens ils capotent, là, ils aiment vraiment ça. Ils nous suivent pour ça. J'ai l'impression, dans la rue, on se fait reconnaître de temps en temps. Là, ben, je vous suis sur Instagram. C'est sûr, ils sont accrocheurs, vos reels. C'est pas des clients, là. C'est pas des gens c'est même pas des clients potentiels qui vont acheter. Là. J'ai une madame encore au Benelux, elle a dit je veux rien acheter, mais je te suis sur Facebook, je capote sur vos vidéos. That's it. Je sais, ça fait plaisir. Ça fait partie de notre concept que c'est pas juste une clientèle qu'on va aller chercher. C'est ce qu'on va chercher quelque chose chez les gens. Je sais pas c'est quoi, mais ça fait plaisir. C'est le fun. C'est des beaux commentaires. Ton conjoint travaille avec toi dans l'entreprise à temps plein. Est-ce qu'il est aussi nostalgique? Oui, mais pas des mêmes choses que moi. On se complète bien. Tu vois, lui, il est français, Cédric, à la base. On n'a pas les mêmes goûts musicaux. On n'a pas les mêmes... comment dire, lui, il aime beaucoup le sport, le soccer, le foot. C'est vraiment quelque chose qui va aller le chercher. Lui, il est dans son gros trip en ce moment au Renaissance Liquidation de trouver des maillots sportifs, des jerseys de hockey, football. Là, il est dans son délire pas possible. Il a trouvé plein de pépites, des perles rares. Il s'en va faire authentifier un jacket des Ducks, là, d'Anaheim, bref, qui est signé par un joueur avec les étiquettes. Lui, il
capotent là-dessus. Donc, Puis est-ce que ça se retrouve dans ta boutique pas vintage? du tout, jamais de la vie. Ah, C'est des OK. pièces. Non, parce que nous, ben, c'est ça un autre concept qu'on peut élaborer là-dessus, dans le sens qu'on essaie de garder nos prix. C'est ça, on a 2 boutiques. Ça fait partie de Rétrospection, c'est la boutique vintage seconde main et la boutique créative. Mais la boutique vintage seconde main, on est parti sur un concept, moi et Cédric, qui fonctionne, qui nous sauve la vie, qui nous sauve notre entreprise, c'est de vendre à petit prix. Donc, il n'y a pas un morceau qui est vendu plus cher que 25 $. Oh wow! Peu importe c'est quoi. Puis ça, je parle 25 $, c'est sur la boutique en ligne, mais durant les pop-up, les marchés, c'est 20 $ ou moins. Donc, 5, 10 ou 20 $ maximum. Donc, les gens reviennent et dépensent beaucoup d'argent parce que c'est pas cher. Puis, tu peux trouver je sais pas moi, une veste Levi's, mettons, un jacket que j'ai pas envie de faire quelque chose avec, ben ce jacket-là, je vais le vendre 20 $. Il est 20 $. Là est 20 $. 20 $, tu vois? Non, mais c'est exactement ça. C'est que les gens, ils voient nos prix puis ils sont étonnés. Ils sont comme, mais voyons donc, comment ça se fait que c'est 20 $? Mais c'est 20 $, madame. Genre, profitez-en puis revenez nous voir. Oui, C'est ça qu'on veut aller chercher chez les gens en sachant que les gens n'ont plus d'argent pour dépenser aujourd'hui, donc ça leur fait plaisir. Donc, Mais il y a vraiment... Tu sais, je te parle depuis tout à l'heure, puis vraiment, ce que j'entends, c'est que malgré que tu pourrais... Tu sais, oui, il y a le fait que les gens peuvent pas dépenser et tout nécessairement parce que financièrement, tu sais, on est un peu dans une crise économique, même s'il y a personne qui ose vraiment le dire. Ton désir de faire plaisir aux gens ah ouais, vraiment. est tellement grand. Vraiment. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Oui. Toujours mettre les gens avant moi, ça a toujours été... oui, c'est un problème, mais à un moment donné, j'ai fait du ménage dans ma vie personnelle aussi. Je me suis dit, non, là, t'es quand même une personne, t'es importante aussi. Fais ce que t'aimes. Justement, le fait de voir les gens autour de moi, dans mon entourage, peut-être avoir une crainte ou avoir une peur que je me lance à temps plein dans mon entreprise, non, je le fais pour moi. C'est ça mon cadeau que je me fais pour moi, c'est pour ma santé mentale. Je ne retournerai plus jamais travailler dans un 9 à 5. Mais là, je me priorise beaucoup, mais oui, je vais chercher la satisfaction des autres aussi en leur faisant plaisir, autant pour les prix qu'on offre à nos clients que les pièces que je crée, le sentiment de nostalgie. Je suis du genre aussi à donner des rabais. Si quelqu'un m'achète pour beaucoup, ben je vais offrir un petit rabais ou un cahier de notes que je vais offrir, des cadeaux. J'ai une bonne cliente à moi en Allemagne aussi. Elle m'a commandé quelque chose. C'est fou comment tu vends partout dans le monde. Ouais, pour vrai, je suis très, très, très Ouais. étonnée de ça. Oui, j'ai vraiment une bonne clientèle globally, donc dans le monde. Autant j'ai vendu au Japon, en Jérusalem. J'ai des cahiers de notes qui sont partis à Jérusalem. Qui aurait cru? Je sais pas moi en tout cas. Mais non, c'est sûr qu'au début, tu t'attendais vraiment pas à ça quand ça a commencé. Puis, pour la suite, qu'est-ce qu'on te souhaite? Ben, que ça continue, tout simplement, que ça grandisse. Je veux dire, ça peut pas grandir plus que... Parce que là, il faudrait qu'on embauche, puis tout ça. Puis ça, j'ai pas envie de ça non plus. On est bien, juste moi et mon mari, de faire ça à temps plein. Non, pour vrai, que ça reste tel quel. Ça va super bien. Ça va vraiment très bien. Ça peut juste mieux aller, oui, mais je veux pas qu'on grandisse, qu'on devienne une grosse compagnie. C'est pas du tout ça le but. Mais que les gens continuent de nous suivre, puis d'interagir avec notre contenu, puis qui viennent à nos marchés nous voir. Puis non, que ça reste tel quel. Mais merci beaucoup. Ben, merci à toi, Maude. Pour pouvoir suivre sa carrière artistique, vous trouverez toutes les informations dans la description du balado. Je suis Maude Ravenel, merci d'avoir écouté Pamplemousse sucré et au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode.